Chronique historique en compagnie de notre historien préféré, Jérémy Rivard. Jérémy, troisième d'une série de quelques chroniques. Troisième déjà? Déjà la troisième sur la mythique bête du Gévaudan. Absolument. On a fait le début en parlant un peu d'une bête qui a fait des ravages dans les années 1764 à 1767. T'es bon, tu t'en souviens? Oui, effectivement, dans le centre-sud de la France, dans une région montagneuse qui est isolée complètement l'hiver parce que non accessible. Là, il y a eu certains chasseurs qui ont été engagés pour essayer de trouver, tuer cette bête-là qui aurait été peut-être décrit comme un loup. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. 2 puis 3 chasseurs et troisième chasseur, comme tu nous en parlais, qui pensait avoir tué la bête du Gévaudan, qui ont trouvé un très gros loup de 130 livres, l'ont ramené à Louis XV et quelque temps plus tard, on a découvert que les massacres continuait. On était rendu là. Puis justement, ces 3 personnages engagés par Louis XV sont premièrement Duhamel, ensuite Sieur de Neval et le dernier, François-Antoine, que justement, tu viens de le dire, a tué un loup, je vous rappelle, de 130 livres. Alors, c'est du bétail. Oui. Okay? C'est vraiment un énorme loup. On se dit, à cette grosseur-là, c'est impossible que ce soit pas lui. Exactement. Okay? C'est la bête du Gévaudan. On l'amène à Versailles, naturalisé, présenté dans une fête somptueuse avec Louis XV et sa cour, sa garde rapprochée. On fête la bête du Gévaudan et tué. Ça recommence quelques semaines plus tard. Okay? Ça arrête pas. Ça arrête toujours pas. C'est d'autres personnes qui sont retrouvées mortes, mutilées là, par une bête comme ça, que ce soit des jeunes femmes ou des enfants. Donc, puis je vous rappelle, les attaques de la bête du Gévaudan, c'était pas des gens qui attaquaient où est-ce qu'il manquait un morceau de chair, etc. Là. C'est principalement des blessures au cou. OK? Oui. Et puis, les blessures, c'est pas du mâchouillage là, d'animal. c'est on dirait griffé ou coupé. C'est coupé. On sait que c'est une bête parce qu'il y a des témoins oculaires qui voient la bête, mais en même temps, c'est pareil comme si c'était coupé au couteau, Simon. Oui. C'est vraiment, vraiment étrange. Et parce que la bête ne mange pas les corps, on sait que c'est pas de la chasse pour se nourrir, c'est de la chasse pour tuer. Pour tuer, pour le plaisir, absolument. Puis de peut-être penser qu'un loup tue pour le plaisir, ça fonctionne pas. Puis ceux qui font de la trappe, ceux qui connaissent justement la chasse au Témiscamingue, vous savez, le loup, si vous rencontrez un loup seul, c'est bien rare qu'il va essayer de vous attaquer. En meute, c'est différent. OK? C'est vraiment différent. Et puis, je reviens un peu. Qu'est-ce qu'on sait de la bête du Gévaudan? OK? La bête du Gévaudan, selon le récit de Marie-Jeanne Vallée que j'ai parlé la semaine dernière, Simon, cette fameuse petite bergère d'à peu près 14-15 ans, OK? Une adolescente qui s'est battue contre la bête du Gévaudan, a réussi à la piquer avec son bâton de bergère dans la poitrine, dans le fond. Et en est sortie vivante. Et en est sortie vivante. La bête a été blessée un petit peu, mais en sentant que justement qu'elle a été blessée, s'est sauvée dans la forêt. Marie-Jeanne Vallée, la semaine dernière, j'ai oublié de dire, Simon, comment elle l'a décrit. Oui. Okay? Parce qu'elle l'a vu, etc. Elle l'a dit que ça ressemblait à un gros chien de berger, ça je l'avais dit, qu'elle était sûre à 100% que c'était pas un loup, que la bête avait le poil roux. OK? La poitrine blanche, comme une espèce de grosse tache blanche sur la poitrine, et puis que sa mâchoire était carrée. Ce qui n'est pas la description d'un loup. C'est pas la même affaire du tout. Et puis, il faut pas faut pas oublier que les gens du Gévaudan savent c'est quoi un loup. Ils en voient au quotidien, là, depuis des générations, depuis des siècles, voient des loups dans le Gévaudan. Ils savent exactement c'est quoi un loup. Alors, si on dit non, c'est pas un loup, ça ressemble, on dirait un chien, mais ça, mâchoire carrée, poil roux, etc. Alors, mais quand même, comme j'ai dit, on continue de chasser le loup. Et puis, on va interdire, suite à la chasse du gros loup de François-Antoine, je reviens là-dessus, suite à cette chasse-là, on va interdire, dans le fond, c'est l'ordre du roi, on va interdire dans les journaux de Gévaudan, dans les journaux du pays, du royaume tout entier, de parler du Gévaudan. C'est fini. On n'en parle plus. On veut plus de chroniques. On veut canceller le règne de terreur. On cancelle le Gévaudan au cas où. OK? Parce que, c'est ça, malheureusement, ça va continuer, ces attaques-là.
Et puis, c'est ça, on veut étouffer l'affaire. En 1767, OK, là, justement, on ne parle plus de la région du Gévaudan, mais pendant 2 ans, les morts s'accumulent. On est rendu à près de 120 victimes. OK, on est proche de la fin. Il y a un homme qui s'appelle Jean Chastel, OK, qui est un homme du Gévaudan et qu'on surnomme affectueusement le fils de la sorcière. OK. Jean Chastel, qui est un homme qui reste dans les bois, vraiment reclus du reste de la société avec ses 2 fils. On dit qu'il est le fils d'une sorcière, justement, qui restait au même endroit avant lui, dans le fond. Et puis, lui, il va décider, Jean Chastel, de fondre des médailles de la Vierge Marie et d'en faire des balles. OK? Et puis, il décide, ce Jean Chastel, d'aller tuer la bête du Gévaudan. Il veut terminer cette histoire que je vais continuer la semaine prochaine, mon cher Simon. Mais oui, on va décrire un peu cette épopée de Jean Chastel la semaine prochaine. Ça va être la dernière chronique sur la bête du Gévaudan. Mais en attendant, vous pouvez venir voir notre page Facebook, aimer notre page Facebook sur la Terre des Hommes podcast, notre Patreon, patreon.com/SLTDH pour nous encourager à hauteur de 2$ par mois. Et puis, je vous dis à tout le monde et à toi, mon cher Simon, à la semaine prochaine.